Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du livre de Sylvia Molnar, Milk Bar. As hard as it can, the August sun pushes itself into our small apartment on the 3rd floor. The baby I hold in my arms is a leech. Let's call her Button. Button is crying. She recently entered the world violently and directly. We are alone and cocooned in our 2-bedroom apartment until we are not, because there's a knock on the door. The foreign sound makes Button cry harder and makes me unsure what to do. I have been a mother for as long as Button has been outside of me, and I have yet to embrace the title as much as I had to embrace her. Here, the air is motionless, the light is direct, and sounds echo off the walls. I'm sweating. I place Button in a cushioned container by the couch in the living room, and she makes disappointed sounds, large and unkind. I make a different decision. I pick her up and move my robe to the side as I bring her body across my chest. It's a motion I still fumble through. Her weight is alien to what my mind expects to hold, and my own body heats up another notch. Smells on us and around us bring attention to themselves. I am brought to discomfort and cringe at my current state. The day has been long and lonely. One arm and a hand control the body of the baby. The other unclicks the nursing bra to get the breast out. My nipple shines dark brown in the late afternoon light, and I am reminded that the golden hour is my favorite hour to walk around in the city where we reside. Dans ce livre, on va suivre le nouveau quotidien d'une femme qui vient d'accoucher et qui donc doit prendre ses marques avec sa fille. Et en fait, au lieu de traiter cela sur un plan un peu feel good, ou assez classique avec un ton peut-être humoristique à la Bridget Jones, ou ce genre de littérature qu'on pourrait qualifier de chick lit, donc avec quelque chose d'humoristique, de léger, un ton qui prend les choses finalement pas très au sérieux, et ben on va plutôt entrer dans une sorte de récit quasi horrifique ou presque fantastique, qui va nous montrer en fait comment l'irruption d'un enfant dans une vie de couple et dans une vie de femme peut être comme l'irruption du fantastique dans un récit. En fait, l'héroïne, déjà dès le départ, ne va pas nommer son enfant, mais va dire quelque chose comme « disons qu'elle s'appelle Button » ou « appelons-la Button ». Ce qui va nous montrer en fait qu'elle est désengagée de cette histoire. La narration qui est très froide, qui est assez justement avec une prise de recul, comme si cette histoire ne la concernait pas, nous montre ce que c'est comme dépossession de soi, comme dépossession de sa vie, de son identité, ce qu'est la maternité, ce que peut être la maternité pour un grand nombre de femmes. C'est-à-dire non pas une période bénie de bonheur, de félicité, de câlins, de talc et de lait en poudre, mais tout ça enrobé en fait d'une pellicule assez rose, bonbon et ce qu'on a vendu pendant des années aux femmes en fait, mais la réalité des douleurs du corps, douleurs psychiques, et aussi cette rencontre qui ne se fait pas forcément, cette rencontre qui est malaisée par plusieurs critères, comme par exemple le fait qu'un enfant est toujours dans le besoin, est toujours une sorte de chose, enfin c'est un peu l'impression qu'on a dans le livre, à contenter, à servir, et qui nous fait oublier finalement nos propres besoins. Et tout ce qu'on dira à la femme dans ce genre de cas, ce sera justement d'oublier ses besoins, d'oublier qui elle est, et quelque chose de sacrificiel, même si on ne le dit pas avec ces mots, mais c'est... moi je me rappelle par exemple quand j'étais au travail et que j'avais repris, à la fin de la journée, on me disait « Ah, profite, pouponne bien », ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est aussi des contraintes et c'est aussi du travail. En tout cas, c'est aussi fatigant, même si on peut dire que... Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme du travail, mais c'est aussi fatigant. Donc, ce qui est original dans ce livre, je trouve, c'est vraiment ça, de montrer les choses telles qu'elles peuvent l'être et d'une manière, justement, de montrer la bizarrerie qu'est une naissance. Montrer comment, en fait, la femme n'est plus dans une vie qui serait la vie habituelle, mais plutôt dans une autre dimension qu'on pourrait qualifier de crépusculaire. On voit, en fait, le côté silencieux, le côté feutré, le côté de solitude qui pourrait presque rappeler une période de deuil. Moi, je me rappelle que ça faisait ça, justement, les jours vraiment après un accouchement, les 2 ou 3 semaines, c'était vraiment ça, la fatigue, le fait de ne pas dormir la nuit, mais de dormir par petites tranches d'heures quand on peut, de grappiller des heures de sommeil, fait qu'en fait, on est vraiment dans une période qui est assez étrange, qui est hors du monde, hors de ce qui peut
nous divertir des questions existentielles et angoissantes. Autre chose, si on prend le titre, s'il faut parler du titre, on voit que Milk Bar, c'est à la fois faire référence au lait, mais aussi à ce côté justement totalement dévoué à l'enfant. L'héroïne se sent vraiment comme une sorte de machine qui doit nourrir, qui ne peut que nourrir et qui nourrit même par avance. C'est-à-dire qu'avant même que l'enfant ait faim, les seins s'activent et en plus c'est quelque chose qui est vrai. Encore une fois, le corps est une sorte de mécanique qui nous échappe, qui est peut-être très bien huilée, mais qui en même temps, à ce moment-là, perd peut-être ce qui faisait notre identité et pour devenir vraiment quelque chose d'animal, d'instinctif, devenir donc un rouage d'une mécanique qui n'est pas vendu comme tel. En fait, c'est vrai que on montre pas à quel point en fait c'est fatigant, à quel point l'allaitement peut être, encore une fois, une dépossession de soi et de son corps, mais montrer vraiment que c'est bon pour l'enfant, que les nutriments, etc., etc. Elle montre comment, même rien que quelque chose d'aussi essentiel, enfin qui montre notre essence que notre propre odeur, finalement n'a plus cette odeur, cette identité, et montre en fait que rien que l'odeur de la femme est totalement dévouée à l'enfant, puisque c'est celle du lait, à la limite celle du sang, et donc quelque chose de très organique qui nous ramène donc à ce côté animal, et tout en, je trouve, montrant une certaine poésie, parce que c'est vrai que l'argument de... moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, oui, je suis pas une vache à lait ou ce genre de truc quand on parle avec des femmes d'allaitement, ça ne va pas dans cet aspect assez cliché, mais plutôt va décrire vraiment ce que c'est que... le fait d'avoir tout le temps du lait, d'avoir tout le temps des espèces de petits pads là qu'on se colle qui sont gonflés de lait, les soutiens-gorge, de ne pas avoir de vêtements propres, enfin vraiment ce truc de mon corps m'échappe, mon corps coule comme ça, et je pense que c'est pour ça que c'est Milk Bar le titre, c'est vraiment le corps coule, le corps dépasse l'être. Et dans cette ambiance en fait en plus un peu fantastique, un peu crépusculaire, on a aussi l'apparition d'un personnage qui est celui de Peter, qui est le voisin qui vit en haut, et dont la femme est morte récemment, et cette femme étudiait les mousses des arbres. Donc on voit que cette ambiance poisseuse, ce côté de cet appartement qui est en haut, qui ne voit pas la lumière, qui est donc rempli de choses qui pourraient être comparables à des champignons par exemple, ce côté moisissant, poisseux, c'est un peu le nouveau quotidien de cette femme qui ne peut plus sortir. En fait, elle est elle-même cette mousse qui vit à l'ombre des choses et qui vit dans l'obscurité. Et c'est pour ça que la fin, finalement, qui est la première sortie, sonne comme le début d'une libération. Même si, pour ma part, j'ai trouvé que la fin arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, on a l'impression que tout va se résoudre assez facilement. Et c'est ce que je peux regretter dans ce genre de récit, c'est que j'aurais bien apprécié qu'il fasse, 20% plus pour vraiment nous montrer... Là, la fin, en fait, tranche un peu trop avec le ton de tout le reste du livre, et on aurait peut-être apprécié que la progression psychologique, le chemin vers un aller mieux, quoi, ou en tout cas vers une acceptation de cette nouvelle vie, se fasse d'une manière plus lente, plus... c'est quoi quand tu fais... plus progressive. Et là, c'est très rapide. En fait, ce livre m'a fait penser, si on devait parler d'expérience féminine, à Sylvia Plath, que j'avais lu l'an dernier, qui m'a mis un peu dans le même état, celui-ci peut-être moins que Sylvia Plath, où, en fait, les problèmes psychiques que l'héroïne traverse sont presque contagieux. C'est-à-dire, on a déjà vécu ce genre de période, donc on est un peu mal à l'aise, on a l'impression que, puisque chez Sylvia Plath c'est la dépression, on a l'impression que c'est tellement bien retranscrit que ça pourrait réarriver ou arriver à n'importe quel moment. Et au niveau de l'écriture, c'est un peu similaire, je trouve, dans quelque chose qui pourrait apparaître assez simple, mais qui finalement est assez... on voit qu'elle utilise beaucoup d'images qui sont à la fois organiques et poétiques, et qui, en fait, partent du trivial pour nous amener vers quelque chose d'être très évocateur, en fait, de partir des lochis, c'est les couches que mettent les femmes après un accouchement, et en faire vraiment quelque chose de... Je parle souvent de texture, c'est vrai que le texte est assez texturé, on voit, on sent, on est vraiment, en fait, avec elle, tout en remarquant cette narration dont je parlais, qui est assez froide, ce détachement qui montre à quel point c'est se voir passer à côté de sa vie, ou à côté de ses moments, à cause de problèmes psychiques.
parce que la maladie mentale et la fragilité de cette période est quelque chose qui est vraiment palpable. On n'en parle peut-être pas énormément, justement quand on parle de l'accouchement, de la grossesse, on va plutôt parler des maladies de l'enfant, mais il faut savoir, je crois que dernièrement j'avais vu justement un article sur le portable qui disait que c'était le suicide par exemple était la première cause de mortalité des femmes pendant la grossesse et après l'accouchement. Que les mots féminins, les mots de mère de ce genre de choses sont à la fois très courants, mais en même temps sont tabous. Il faudrait banaliser en fait ce type de récit où là par exemple en fait on voit je crois qu'elle a des phobies d'impulsion. Donc les phobies d'impulsion, c'est avoir peur de faire mal à son enfant. Et c'est vraiment parce que en fait la fragilité, la fatigue, le besoin, aussi de voir cette fragilité d'enfant fait tellement peur de ne pas savoir si elle va réussir à le faire survivre tout simplement quoi, que ça crée des images, des fantasmes dans sa tête. Et c'est très difficile de parler de ce genre de choses parce que c'est culpabilisant et qu'elle a peur que les gens ne comprennent pas et que les gens pensent qu'elle va vraiment faire du mal à son enfant. Donc je pense que c'est le genre de livre qui pourrait faire penser par exemple à des films comme Rosemary's Baby, sauf que là c'est un point de vue féminin sur cette expérience-là. C'est pour ça que moi je comparerais plutôt à Sylvia Plath. Et je pense que c'est vraiment le genre de récit qu'il faut lire en tant qu'homme ou en tant que femme pour justement avoir vraiment de se mettre à la place, de savoir, se demander en fait quel genre de récit on veut avoir et que ce soit pas toujours le même point de vue, les mêmes points de vue, les mêmes discours, les mêmes récits dont on dispose, quoi, qu'on puisse avoir une multitude de choses à lire. Et c'est pour ça que je vous ai parlé récemment que j'avais organisé un club de lecture. Pour l'instant, j'ai quelques participants et j'aimerais bien qu'il y en ait justement pour le livre de la seule autrice que j'ai choisie, qui est y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. Ok, donc ça c'est le titre. Et pour que je sois pas la seule à en parler. Pour que justement qu'on mette sur le même plan différents types d'histoires et qu'on puisse en parler parce que c'est aussi un très bon livre. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille. Je pense que c'est un livre qui se lit assez rapidement en plus et qui est vraiment, comme je disais, imagé. Et c'est le genre qui donne envie d'écrire, qui donne envie de se poser et de réfléchir à l'endroit qui nous entoure et de se demander comment je pourrais décrire les choses à la fois d'une manière aussi simple mais aussi finalement recherchée. Enfin, comment décrire les feuilles, par exemple, de mon bouquet qui sont en train de commencer à faner d'une manière aussi poétique que Sylvia Monard. Bon, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.